Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Serge. Bonjour Frédéric. Ça va bien? Ça va très bien. Vous ne trouvez pas qu'on forme un beau couple tous les deux? Ah oui, c'est un couple, j'espère que ça va durer toute la vie. Toute la vie? Oui. Vous ne me quitterez jamais? Jamais. Je Jurez? vous le promets. Non, non, jamais. Bon, parce Oui. que vous savez, un chagrin d'amour, c'est difficile à surmonter. Une rupture d'ailleurs, de manière générale, que ce soit des amis avec lesquels on s'est fâché à mort, comme on dit, ou des parents qui ne veulent plus vous voir. C'est en général une blessure dont on a beaucoup de mal à cicatriser. Alors justement, comment affronter ces moments de vie qui nous paraissent à ce moment-là insurmontables? Quelles sont les étapes qui nous attendent après une rupture? Comment trouver les clés pour rebondir, reprendre goût à la vie et tirer des enseignements positifs de ce vécu douloureux? Toutes ces questions, eh bien, on va les poser à nos invités du jour qui sont sur le plateau. Il y a Géraldine Prévost-Gigant et Basile Bernard. Bonjour à vous deux. Bonjour. Soyez les bienvenus. Alors, Géraldine, vous êtes psychopraticienne et vous avez créé un groupe de parole et de thérapie pour les femmes. Vous accompagnez notamment sur la dépendance affective, les difficultés de couple, le célibat, la solitude. Et vous avez écrit Le grand amour, se préparer à la rencontre. Et je vous présente Basile Bernard, qui est juste en face de vous. Bonjour Basile. Bonjour. Alors vous avez écrit « Je me suis fait larguer ». Voilà. Oui, Parce que vous vous êtes fait larguer. Voilà. Et c'est mystérieux que ça puisse paraître. Non, non, pas du tout. Mais c'est un ouvrage sur la reconstruction après une rupture. Une idée qui vous est venue suite donc à cette rupture. Et vous avez décidé de soutenir vos amis IE, qui étaient IES d'ailleurs, qui étaient dans le même cas. Et vos conseils étaient tellement bienveillants et réconfortants que vous avez décidé d'en faire un livre. Vous allez bien sûr nous parler de votre expérience. Et on va commencer tout de suite, Serge, avec un constat que je trouve quand même assez violent. Un couple sur deux divorce. Est-ce que c'est une fatalité, la rupture, Serge? En tout cas, ça fait partie de notre paysage de plus en plus. C'est-à-dire qu'on est tous, on a vécu des ruptures, on est entouré de gens qui vivent des ruptures, nos parents eux-mêmes ont eu des ruptures, nos enfants sont en train de rompre. Bref, je dirais que la stabilité conjugale n'est plus du tout ce qu'elle était auparavant. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie qu'on s'aime moins dans les relations conjugales? J'aurais plutôt tendance à penser le contraire. C'est-à-dire que c'est plutôt qu'on mise tout sur une certaine forme d'amour dans la conjugalité, une forme d'amour un peu passionnelle, cette forme d'amour absolument merveilleuse. On se regarde chacun dans le regard amoureux de l'autre, on est absolument extraordinaire, où la sexualité est à son paroxysme et où on vit une grande passion. Mais est-ce que la conjugalité et la passion, ça va forcément à voir ensemble? Nos grands-mères nous diront le contraire, que la stabilité d'un couple, c'est plutôt transformer cette passion, si elle est là, en quelque chose de plus confiant, de plus stable, de plus serein. Mais aujourd'hui, les couples n'ont plus très envie de ça. Ils ont plutôt envie de passer de passion en passion. Et donc, les ruptures sont de plus en plus nombreuses. Dites-moi, Serge, est-ce que vous êtes plutôt du genre à larguer ou à vous faire larguer? Oh, mais moi, je suis d'une fidélité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Frédéric, je ne largue personne. Et personne n'ose me larguer, bien évidemment. Bien évidemment. En tout cas, c'est la question qu'on est allé vous poser. Et puis, savoir ce qui a été le plus difficile pour vous après une rupture. On écoute vos réponses dans le micro-trottoir de Bien dans ma tête. Il est signé Soumaïa Messabi. Oui, j'ai déjà vécu une rupture. J'ai déjà vécu une rupture. C'est assez douloureux. J'ai pas mal pleuré. C'était pas trop dur. Je préfère larguer, c'est sûr, mais ça arrive aussi de se faire larguer, ouais. Non, en général, je suis plutôt celui qui se fait larguer. Enfin, celle qui se fait larguer. Je suis plutôt celui qui largue en fait. Je suis plutôt celle qui largue. Le plus difficile dans une rupture, c'est de se remettre en question après, de savoir ce qui va pas avec nous. Après une rupture, des fois on pleure, on n'a plus trop envie de faire les choses qu'on appréciait avant. Souvent on se sent un peu mal ou un peu seul, mais après c'est facile de se relever. Après une rupture, tout dépend des motifs. Je veux dire, je suppose que si c'est nous qui larguons, c'est un peu plus facile, même si après on ressent quand même un peu de culpabilité. Il faut être sûr de soi, il faut être aussi très méchant, il faut être un battant aussi, et surtout penser à soi-même en fait. Donner des conseils, ce serait d'essayer de combler ce vide avec autre chose. Je sais pas, les voyages, les sorties entre amis. Extérioriser le plus possible et pas garder pour soi la tristesse qu'on peut avoir. Les conseils à donner, oui, c'est de s'amuser, voilà, rester avec ses amis, ne jamais rester seul pour pas trop réfléchir. Et puis voilà, après on s'en remet avec le temps, tout simplement. Ah oui, avec le temps, tout s'en va. Avec le temps, tout s'en va. Mais bien sûr, tout le monde le sait. Tout le monde le sait que cette douleur très vive qu'il y a au moment de la rupture, elle finit toujours par se cicatriser, mais ils ont des bons conseils. Oui. Géraldine, vous en pensez quoi de ce micro-trottoir? J'ai réagi, il faut être méchant.
Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, ce jeune homme essaye de trouver, quand il dit ça, l'énergie qui va lui permettre de rebondir, en fait. Mais moi, je conseillerais plutôt de ne pas être méchant, mais d'oser regarder en soi et de faire le point. À un moment donné, une jeune femme dit surtout ne pas rester seule et ne pas réfléchir. Oui, c'est une bonne idée, ça. Moi, j'ai plutôt tendance à conseiller d'oser regarder les choses et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cette relation, oser se remettre en question, peut-être oser regarder le choix que l'on a fait. Est-ce que vraiment, pourquoi j'ai choisi cet homme-là dès le départ? De regarder en fait tout le processus de l'histoire, du début au milieu jusqu'à la fin. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que justement, ce qui caractérise le fait qu'on a été dans une relation amoureuse et passionnelle, c'est qu'on n'était pas seul, justement. C'est-à-dire qu'on se regardait toujours dans le regard de l'autre, et la rupture, c'est une occasion de réfléchir au sens fort du terme, c'est-à-dire de se réfléchir. On ne réfléchit plus dans l'autre, mais on réfléchit par rapport à soi-même, et c'est très utile, ces moments de solitude. Et aussi d'oser traverser la tristesse, parce que bien souvent, les personnes ont peur de ressentir cette souffrance, parce que c'est vrai que ça peut être terrible, et on est obligé de passer par cette phase-là. De toute façon, qu'on le veuille ou non, ça fait partie du processus de deuil que d'être triste, voire de souffrir de cette séparation. Voire même, ça peut aussi réveiller des souffrances antérieures, des séparations antérieures. Voilà, il y a aussi tout le bagage dont on est porteur, qui peut aussi influer sur la difficulté à vivre la séparation, la rupture. Basile, ce micro-trottoir, qu'est-ce qui vous inspire? Eh ben, je le trouve assez étonnant dans le sens où il illustre très bien le fait que la société n'est pas du tout armée pour accueillir les ruptures. C'est-à-dire que la société sait très bien accueillir la naissance d'un enfant, un mariage, le passage à la vie adulte, un deuil de mort. Et finalement, tous autant qu'on est, on se retranche derrière des espèces de petites phrases du genre se changer les idées, une de perdue, 10 de retrouvée, pense à autre chose, ça ira mieux, etc. Pour ne pas avouer qu'on est complètement démuni face à la rupture amoureuse. Je suis totalement d'accord avec vous et ça m'amène à ma question personnelle voilà, du jour que je vous pose, hein, si vous avez la solution. Voilà, les ruptures, moi j'en ai connu, bien sûr, et c'est vrai qu'au moment où on les vit, on se dit qu'on va y laisser sa peau, quoi. C'est dévastateur, on est ravagé. Et pourtant, oui, en effet, avec le temps, on guérit, mais sur le moment, ça fait très mal. Pourquoi ça fait aussi mal que ça, une rupture? Mais parce que dans l'amour et dans la passion amoureuse, on n'est plus soi-même, on est une partie de l'autre. C'est-à-dire qu'on se projette totalement dans l'autre. On projette ses idéaux, on projette tous ses projets, on projette la meilleure partie de soi-même parce que l'autre vous la renvoie dans son regard amoureux. Donc c'est comme si on était enfermé dans l'autre et que l'autre est enfermé dans vous. Donc quand il s'en va, c'est comme si on vous arrachait un bras ou qu'on vous arrachait une jambe. C'est une partie de vous-même qui vous quitte. Et c'est un vrai arrachement de pouvoir se reconstruire au sens fort du terme, c'est-à-dire laisser son bras repousser, sa jambe repoussée, parce qu'on a le sentiment que l'autre est parti avec. Ça prend plus ou moins de temps selon les personnalités, Géraldine? Vous pensez qu'il y a... Je pense que le temps, c'est comme pour une thérapie, c'est aussi en fonction de la personne, comme je le disais tout à l'heure, de son bagage, de son histoire et aussi de la relation. De quelle nature a été cette relation? Est-ce que c'était vraiment sur le mode passionnel ou est-ce que c'était déjà en train de s'effilocher? Est-ce qu'il y a eu beaucoup, en effet, de projections sur l'autre? Est-ce que la relation était chargée de certaines problématiques qui sont la nôtre ou pas? Je pense que c'est justement tout ça qui va modifier la durée du deuil, enfin de la digestion, j'allais dire. Comme vous disiez très justement, est-ce que ça réveille ou pas des vécus d'abandon antérieur? Parce que vous savez, il y a des gens, ils vivent une grande passion pendant une semaine, et puis ça s'arrête, et puis ils sombrent dans la mélancolie. On se dit quand même, c'est disproportionné par rapport à ce qu'ils ont vécu, mais parce que ça a réveillé d'autres angoisses d'abandon, et que notre travail d'être humain depuis qu'on est né, c'est de supporter la séparation, c'est de supporter l'abandon, c'est de supporter qu'on n'est plus contre le ventre de sa maman, à téter son bon sein, et qu'il y a un moment, il faut pouvoir supporter d'être seul. Or, la passion amoureuse, elle nous met dans l'illusion qu'on n'est plus jamais seul, qu'on retrouve cette fusion qui était si bonne et dans laquelle on était enfant. Et qu'on a perdu. Mais oui, Basile. en plus de ça, il y a une espèce de fantasme sur la question de la résolution de la rupture. C'est-à-dire que de partir en se disant qu'il y a une période au bout de laquelle on va arrêter de souffrir, c'est un petit peu dangereux dans le sens où n'importe quel parent divorcé vous le dira, le fait de ne pas voir ses enfants tout le temps, c'est un objet de souffrance. Et du coup, de s'imaginer qu'à partir d'un certain temps,
on va arrêter de souffrir, c'est aussi une manière de se fixer un objectif irréaliste et du coup de finalement pas être capable de se dire que sa rupture est derrière soi au motif qu'on souffre, alors que la fin de la rupture et puis la digestion de la rupture et l'arrêt de la souffrance, c'est deux choses qui peuvent être assez différentes. Et c'est dangereux de se dire qu'il y a un moment à partir duquel je vais arrêter de ressentir tel ou tel sentiment, et ça va être ça mon indicateur pour dire que la rupture est terminée. Ça peut être plutôt contre-productif de raisonner comme ça. Je propose de découvrir la première question de nos téléspectateurs. On va parler de cette idée de quitter l'autre et de ne pas savoir comment lui dire et de ne pas savoir comment l'assumer. C'est Yanis, il a 35 ans. Il nous dit « Je veux quitter ma femme, mais j'ai peur de lui faire de la peine. Pourtant, je suis malheureux. Comment faire pour lui annoncer ainsi qu'à nos enfants ?» Il est gentil, Yanis, il quitte sa femme, il quitte sa femme. Mais c'est ça, mais Yanis, il voudrait en fait... C'est ce que j'allais dire, on ne fait pas de problème sans casser deux. Oui. Mais ça, c'est vrai que des Yanis, moi j'en rencontre 10 par jour dans mes séances. C'est vrai qu'on est très écartelés aujourd'hui, les hommes comme les femmes d'ailleurs, entre cette aspiration à vivre un nouvel amour, une nouvelle passion, et puis une autre forme d'amour qu'on a pour un conjoint avec qui on est depuis longtemps, avec qui on a éventuellement des enfants, et ce qui est un petit peu dommage, c'est que cet amour-là, qui s'est transformé, qui a mûri, qui est davantage basé sur la confiance, l'intimité, le partage, eh bien, il est vite balayé par cette passion amoureuse beaucoup plus irrationnelle quand on rencontre quelqu'un. Géraldine, oui, vous qui êtes spécialisée des difficultés du couple. Et qui va redonner de la couleur à la vie si jamais on trouvait aussi son existence un peu platounette. C'est aussi... On a vite fait de la trouver. Voilà. Oui, c'est ça. Mais bon, là, dans le cas de Yanis, apparemment, il est décidé. Il veut quitter sa compagne. Donc, moi, j'entends beaucoup de c'est culpabilité. Et il a tout un travail à faire sur la culpabilité. Et oser regarder en face que de toute façon, s'il y a séparation, il y aura forcément des conséquences. Et oui, elle sera triste et c'est son processus à elle aussi. Si le couple en est arrivé là, c'est peut-être qu'elle aussi y a sa part. Ils peuvent peut-être en parler aussi. Pourquoi le couple en est arrivé là? Est-ce que vraiment l'aboutissement est la rupture ou pas? Et cet homme, je pense, doit regarder au niveau de sa culpabilité et du reste du lien d'attachement. Et d'approfondir ça. Et pour petit à petit, éventuellement, si c'est vraiment jusqu'à la rupture qu'il veut aller, petit à petit pouvoir faire en sorte que le lien s'effiloche. En tout cas, s'il est décidé. S'il est décidé. S'il est décidé. Voilà. Il a l'air. Je pense qu'il ne doit pas prendre sa femme ou sa compagne en charge. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être dans l'illusion que c'est lui qui va la soulager de sa souffrance. Parce que alors là, c'est terrible, c'est des doubles messages en permanence où une femme a affaire à un compagnon qui la soutient, qui la cajole, qui la comprend et qui en même temps la quitte. Donc il vaut mieux que les choses se passent de façon claire. Et par rapport aux enfants, comment est-ce qu'on gère l'annonce? Voilà, il y a certains parents qui prennent la décision de ne rien dire pendant un certain temps, d'autres de dire la réalité de la situation. Est-ce qu'il y a une méthode? Oui, il n'y en a qu'une. Une fois qu'on en est sûr, c'est de dire aux enfants qu'on reste leurs parents et qu'on est les parents qui les aiment et qu'on sera leurs parents pour tout le restant de leur jour et qu'on va les aimer tout le restant de leur jour, mais que ce n'est pas pour ça qu'on a besoin d'être ensemble pour continuer à être les parents. Voilà, on reste des parents si on n'est plus un couple. Finalement, ça illustre bien que la question du comment cache souvent la question du quand. C'est-à-dire que ce monsieur se demande comment est-ce qu'il va annoncer ça à sa femme, puisque visiblement il en a l'air convaincu, et qu'au plus il retarde le moment, au plus ça a des chances de sortir dans une situation que sa femme aura forcément plus ou moins intuitivement anticipée, et ça va sortir sous une forme qui va être quelque chose qui sera... Enfin, de toute façon, il n'y a pas de moyen agréable d'annoncer une rupture, et du coup, de se demander quelle va être la manière la plus douce de le faire, c'est le meilleur moyen pour reculer, et puis on sait ce que ça donne quand les choses sortent sous la pression, après une accumulation, etc. On va passer à notre deuxième question. On va parler de la perte de confiance après une rupture, réapprendre à séduire, recommencer à vivre. C'est Chantal qui nous écrit. Elle a 56 ans et elle nous dit « Après 25 ans d'union, mon mari m'a quittée pour une jeune de 30 ans. J'ai peur de vieillir seule et je ne sais même plus séduire. Comment y croire encore à mon âge et retrouver confiance en moi ?» C'est une histoire malheureusement très banale aujourd'hui. C'est un grand classique, j'ai envie de dire. Oui, c'est un grand classique.
on n'est plus un individu entier à partir de ça. C'est comme si on était, une célèbre expression, une moitié d'orange et la moitié d'orange de l'autre. Donc on se trouve amputé, on est une demi-personne. Et qu'il faut donc apprendre à redevenir une personne à part entière et se reconstruire. Elle a perdu la faculté de séduire, c'est dommage. Chantal, elle aurait dû garder cette capacité tout au long de son union, parce que c'est fondamental de pouvoir séduire dans la vie quotidienne, pas forcément d'être infidèle, mais de séduire, ça regonfle le narcissisme en permanence. Elle s'est oubliée elle-même. Ouais. Pour devenir une maman, une épouse et plus une femme. Il faut qu'elle apprenne à redevenir une femme. Alors justement, comment apprendre à redevenir une femme après 30 ans d'union? Je suis sûre que vous le savez. À 56 ans, Géraldine Prévost-Giguin, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Chantal? Là, elle est vraiment à un tournant de sa vie, donc je pense que déjà, il y a différents points à faire. Qu'est-ce qu'elle veut vivre? Que veut-elle vivre pour la suite? Et d'imaginer que tout est possible déjà, parce que j'entends dans la question qu'il y a vraiment quelque chose de très fataliste, elle a perdu espoir, elle a perdu confiance en elle, donc il n'y a pas de vision du futur. Ça pourrait être intéressant qu'elle ose envisager une vie après cette vie. Et puis, éventuellement, par exemple, d'oser faire les choses qu'elle n'a jamais osé faire, un voyage qu'elle aurait rêvé de faire, qu'elle n'a jamais pu faire avec son conjoint, s'ouvrir au monde, en fait, explorer cette nouvelle vie qui lui est offerte. Et ensuite, éventuellement, il y aura une rencontre. Mais déjà, vivre pour elle, réapprendre à vivre pour elle, en effet, puisqu'il y a ce sentiment d'amputation, il y a à réapprendre cette autonomie, cette individuation. J'ai connu énormément de femmes de cet âge-là qui se disaient « mais plus jamais je ne pourrai rencontrer un homme, c'est fini, ma vie est terminée ». Je suis entouré d'ailleurs de femmes qui ont mon âge et qui ont beaucoup de mal. Si on part dans l'anticipation négative, ça, on est sûr que ça va se réaliser. Mais je connais énormément de femmes qui sont sidérées, non seulement de rencontrer des hommes, mais de rencontrer des hommes merveilleux, c'est-à-dire de vivre quelque chose qui est tout à fait une autre partie, un autre volet de leur existence, où elles apprennent à être encore quelqu'un d'autre que ce qu'elles ont été. Bien voilà Chantal, vous voyez le message, un message d'espoir et puis concret, voilà. Allez, vous nous donnez des nouvelles et j'espère qu'elles seront bonnes. Soyez audacieuse et actrice de votre vie. On va lancer notre reportage de Bien dans ma tête. Alors, évidemment, avoir des pensées négatives après une rupture, c'est naturel, on est d'accord. Eh bien, on va vous proposer une solution très originale. C'est chasser les idées noires grâce aux couleurs. Et c'est Fabienne Chatillon, coach en images, qui nous en parle. C'est un reportage d'Isabelle Layani. Je ne sais pas comment vous vous sentez, vous, après une rupture, mais moi, après une rupture, je suis envahie par les formes pensées négatives. Je vois tout en noir, je broie du noir, j'ai des idées noires, je vois la vie en noir. Et c'est là que les couleurs sont très intéressantes, parce qu'elles vont éclairer ce qui a besoin de l'être, elles vont vous revitaliser, elles vont vous réanimer. Le rose est la première des couleurs à utiliser pour retrouver la confiance en soi. Et le rose dans toutes ses tonalités. Le rose poudré, le rose dragé, le rose layette, le rose pastel, le rose bonbon. Prenez vraiment, vraiment un bain de rose. Dans ces moments de tristesse, de déprime, vous allez donc éviter toutes les couleurs qui vous ramènent aux idées noires. Vous allez éviter donc les marronnés, les gris, les noirs. Pour retrouver de la joie de vivre, moi je suis une instinctive, alors je me fie aux couleurs de l'arc-en-ciel, le bleu, le vert, le jaune, le orange, le rouge, pour retrouver de la vitalité. Le rouge va vous donner de la vigueur, va vous donner de la force, de la motivation. L'orange va chasser la fatigue et va vous redonner le goût concret des plaisirs de la vie. Le jaune va vous redonner la confiance, va vous redonner de l'optimisme, de la gaieté. Le vert va vous permettre d'harmoniser votre vie, de vous réénergiser. Quant au bleu, il va vous permettre de lâcher prise, de calmer votre esprit. Et le violet, je dirais que c'est la couleur qui va vous permettre de repartir, de recommencer une nouvelle vie. Pour profiter de ces couleurs, je vous invite à faire vibrer tous vos sens, à ressentir ces couleurs avec vos sens, à les regarder, à les toucher, à les humer. Vous pouvez faire un bain
dans lequel vous aurez mis des pétales de rose avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Vous pouvez faire des masques à la rose. Et mesdames, portez des sous-vêtements colorés. C'est pas le moment de porter du noir. Vous pouvez marcher pieds nus dans l'herbe. N'hésitez pas également à manger coloré et user et abuser des épices oranges de préférence car elles vont stimuler votre appétit, stimuler votre libido. Vous pouvez également regarder le ciel et perdre votre regard et laisser vos pensées se calmer. Les couleurs sont en fait partout autour de nous, dans notre environnement, dans notre quotidien. Alors je vous dirais, accueillez-les tout simplement. Bien, voilà une bonne idée pour voir la vie en rose après une rupture. C'est tellement simple, non? Voilà, toutes ces couleurs, tous ces goûts, tous ces... C'est peut-être un peu supposer le problème résolu quand même, hein, parce que déjà pour avoir envie de s'habiller, de humer, de se mettre les pieds dans l'herbe, oui, voilà, il faut déjà être un petit peu mieux. Mais enfin, on va quand même essayer de suivre ces bons conseils. Hein. Oui, puis la prochaine fois, vous mettez une chemise rouge, hein, d'accord? Je n'y manquerai pas. Allez, c'est parti, sans transition. Et vos sous-vêtements, Frédéric, hein, vous avez entendu? Attendez, il faut suivre les prescriptions. Je rougis. Bon, allez, on arrête. On va passer tout de suite à la rupture familiale après la rupture sentimentale, avec une troisième question de Samira. Samira, elle a 35 ans. Elle nous dit d'origine kabyle. Ma mère a coupé les ponts avec moi lorsque j'ai épousé un Français. Depuis, elle ne m'adresse plus la parole et ne veut même plus me voir. Comment faire le deuil de cette relation? Alors c'est vrai que bon, les ruptures amoureuses, on s'en remet toujours, et puis voilà, ça fait partie de l'existence, on le sait, c'est de plus en plus fréquent, et on sait qu'il y aura d'autres possibilités, mais rompre avec sa famille, c'est autre chose, parce qu'une famille, on n'en a qu'une, a priori, et des parents, voilà, on n'en a pas 36 000, et ça, c'est des ruptures beaucoup plus douloureuses, parce que celles-là ne sont pas naturelles. Normalement, on reste relié à ses parents tout au long de leur vie, et puis on est là, justement, quand ils sont plus âgés, pour aussi leur servir de guide et de soutien. Donc, c'est une famille, c'est une appartenance, c'est pas une vision narcissique de soi-même où on est merveilleux, on est beau et on est aimé par l'autre. C'est toute notre structure interne, c'est tout notre sentiment d'appartenance au reste du monde. Et une rupture avec une famille, c'est perdre ses appartenances, c'est-à-dire c'est perdre son identité. Donc il ne s'agit pas de reconstruire juste l'estime de soi, il s'agit de reconstruire son identité, ce qui est beaucoup plus compliqué. Est-ce que ça veut dire que Samira doit faire le deuil ou continuer à espérer quand on est dans cette situation? Je crois qu'il faut toujours continuer à espérer, c'est-à-dire ne jamais penser qu'une rupture avec la famille, avec les parents, est une rupture définitive. Et, au contraire, toujours avoir l'idée qu'en se reconstruisant, pendant un temps, en se refabriquant soi-même, en refabriquant son identité, eh bien, il y a peut-être une possibilité aussi pour que de l'autre côté, il y ait une réflexion qui se mette en place et qu'on puisse un jour se retrouver différemment de quand on s'est quitté, c'est-à-dire se retrouver comme des adultes et pas comme l'enfant, le petit enfant de ses parents. Géraldine? Oui, c'est tout à fait une... Enfin, moi, j'entends que dans ce type de situation, régulièrement, c'est par phase. À un moment donné, quand le temps passe, en effet, il y a quelque chose qui peut se produire. Et le parent a aussi besoin de passer par certaines étapes pour accepter que son enfant soit adulte et ait fait ses propres choix qui sont différents de ce qu'on a éventuellement transmis. Donc, des deux côtés, la mère et la fille vont traverser différentes étapes de maturité, de maturation, d'évolution. Et à un moment donné, avec le temps, il est fort probable qu'elles se rejoignent. Donc l'idée, c'est de faire son chemin, voilà, pour Samira, mais de ne pas oublier qu'elle a effectivement cette maman et qu'un jour, elles vont peut-être pouvoir se retrouver. Absolument, bien sûr. Oui, de toute façon, elle ne l'oubliera pas. Oui. On n'oublie pas qu'on a une mère. Ah, vas-y, le grand mage. Quand elle-même aura des enfants, les petits-enfants seront un alibi parfait pour la grand-mère, la nouvelle grand-mère qui prendra peut-être sur elle pour retrouver sa famille. Ouais, c'est souvent ce qui se passe. Hein. Voilà. Et justement, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants? Samira, elle a des enfants. Qu'est-ce qu'elle leur dit face à cette grand-mère qui ne veut plus les voir? Elle leur dit, elle leur explique qu'elles sont fâchées, elle leur explique que pour elle, c'était important par rapport à sa propre identité, son propre devenir de personne, d'être dans ce mouvement d'autonomie par rapport à sa mère, mais que voilà, un jour, peut-être qu'elles la retrouveront, un jour peut-être que les enfants renoueront avec leur grand-mère ou qu'elle renouera avec eux. Comme le dit Basile. Ouais. De la rupture familiale, on va passer à la rupture amicale. C'est une rupture douloureuse, ça aussi. Hein. C'est Eva qui nous écrit, elle a 37 ans. Elle nous dit « J'ai coupé les ponts avec ma meilleure amie suite à une violente dispute. Depuis, je ne cesse de penser à elle. Je n'arrive pas à faire le deuil de notre relation. Nous avons beaucoup trop d'amis en commun. » Alors,
Qui veut répondre? C'est justement ce qui est difficile, c'est quand on a des amis en commun, ça nous renvoie forcément, mais pour les ex, c'est pareil. Et là, on est confronté parfois à des choix. Faut-il changer d'amis ou pas, ou quand même garder contact avec les amis de cet ami? Moi, souvent, ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est que la vie est faite de cycles. Et parfois, on vit des amitiés ou des amours qui ressemblent à des livres, et ce livre, à un moment donné, a une fin. Et il faut accepter la fin de certaines relations. Et c'est vrai que c'est difficile, mais ça fait partie de la vie. Il y a les rencontres et il y a les séparations. Parfois, il n'y a pas de séparation. Il y a des amitiés qui durent toute une vie, ça existe. Mais c'est beaucoup plus rare. Et donc, il y a tout un apprentissage, presque une posture de sagesse, je dirais, de pouvoir accueillir la notion de fin, que parfois, les relations peuvent avoir une fin. Et voilà. Basile, comme le dit Géraldine, hein, dans la rupture... Je vais faire beaucoup plus court et je vais dire tout est impermanence. Les vrais amis, c'est tout de même une expérience de la fidélité. Donc, on peut se dire qu'une amitié qui se rompt autour d'une dispute, c'est un petit peu suspect. Peut-être que d'ailleurs, comme dans une relation amoureuse, il y avait autre chose qui se jouait avant. Peut-être qu'ils n'avaient plus grand-chose à faire ensemble. Et ça, c'est possible, parce qu'on évolue chacun au long de notre existence, comme vous le disiez, puis on peut prendre des voies qui sont totalement différentes l'une de l'autre. Je vous propose de passer à l'idée reçue du jour. Alors là, je serais curieuse d'avoir vos réponses. Hein. Les femmes souffrent plus que les hommes dans une rupture. Oh, mais non, les hommes souffrent beaucoup. Mais non, ça se voit peut-être moins chez les hommes. Ils l'expriment moins, ils le disent moins. Les femmes, dès qu'elles souffrent, elles ont toujours une amie, une sœur, une copine, un copain avec qui partager cette souffrance. Et c'est très bien. Les hommes, on ne leur apprend pas à parler des sentiments. C'est peut-être pour ça qu'ils souffrent plus, d'ailleurs. Pour pouvoir parler des sentiments. Un homme, il doit se taire, il doit souffrir en silence. Et surtout pas pleurer. Et c'est peut-être pour ça qu'à mon avis, il souffre peut-être un peu plus. Vous qui êtes un homme, dit-on dans mon oreillette. Bien sûr, je sais que vous êtes un homme. Non, mais voilà, est-ce que vous avez l'impression d'avoir beaucoup souffert, d'avoir plus souffert que votre ex-femme? Enfin, est-ce qu'il y a un niveau, une échelle? Enfin, c'est pas un concours déjà, donc il n'y a pas de médaille pour celui qui souffre le plus. Celui qui subit la rupture va avoir une posture qui lui permet de dire qu'il souffre, parce qu'il a été largué, donc il peut se permettre de dire qu'il souffre. Et paradoxalement, les gens qui larguent, en fait, on souffre tout autant, parce qu'on n'a pas besoin d'être largué pour souffrir, on peut larguer et souffrir. Serge, un dernier petit mot sur la rupture? Un petit conseil sur la rupture? Non, je crois que la rupture, ça ouvre une vraie béance à l'intérieur de soi. Hein. C'est un vrai arrachement, mais c'est une souffrance qui peut être une souffrance très constructive si on accepte de s'y pencher, de regarder, d'en profiter justement pour regarder à l'intérieur de soi. C'est un vrai éclairage sur soi-même, un éclairage très très différent qui peut être la base de fabriquer d'autres liens, de chercher d'autres liens, d'être dans une autre forme d'action, de prendre un certain nombre de décisions, de s'interroger réellement sur soi et non plus tout ce qu'on a vécu à travers le prisme de l'autre, quel que soit cet autre, que ce soit effectivement un amoureux, une amoureuse, un ami, un membre de sa famille. C'est une vraie expérience dont il faut pouvoir tirer profit. Merci beaucoup Serge. On va maintenant découvrir les livres sur le sujet, ceux de nos invités tout d'abord. Celui de Géraldine Prévost-Gigant, Le grand amour se préparait à la rencontre, aux éditions Odile Jacob. Et celui de Basile Bernard, Je me suis fait larguer, aux éditions Erol. D'autres livres également, Tournez la page avec Balzac d'Ariel Meyer-MacLeod, aux éditions Zoé. Bonne à remarier de Sylvie Chaillon, aux éditions Robert Laffont. Et puis deux films sur la rupture. Le premier, c'est Blue Valentine de Derek Cianfrance avec Ryan Gosling. Alors, quoi de mieux pour se remettre d'une rupture? Eh bien, peut-être ce film-là. C'est l'histoire d'un amour qui s'éteint, de personnages qui essaient tout de même de sauver leur couple et leur mariage le temps d'une nuit. Vont-ils y arriver? Regardez ce film. Et puis, un film sur la rupture, Parents, enfants, Tanguy, bien sûr, d'Étienne Châtillaise. À bout de patience, Sabine Azema et André Dussolier, les parents de Tanguy, sont prêts à tout, et même au pire, pour dégager leur progéniture du cocon familial. Vont-ils y arriver? Eh bien, regardez ce film extraordinaire.
On se quitte avec la citation du jour. J'ai souffert souvent, je me suis trompée quelques fois, mais j'ai aimé. C'est signé Alfred de Musset, un monsieur avec qui on ne badinait pas avec l'amour, paraît-il. Absolument. À bientôt Serge. À bientôt. Merci à nos invités. Merci. On se retrouve très bientôt sur MCS Bien-être pour un nouveau Bien dans ma tête. Au revoir. Au revoir.